Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme dans le déroulé proposé, nous allons commencer par laisser la parole à Éric Cardinal. Donc, Éric Cardinal, vous êtes directeur scientifique de la santé animale et du bien-être animal, vétérinaire épidémiologiste à l'ANSES et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, surtout spécialiste de la DNC et des maladies vectorielles de façon un peu plus générale. Vous avez travaillé sur ces maladies, notamment à Madagascar et en Afrique, ce qui fait que vous avez une pleine et entière connaissance des sujets et avec un recul assez important et plutôt qui nous permettra de répondre à toutes les questions possibles. Je vous propose une vingtaine de minutes pour la présentation et ensuite on passera aux questions suivantes. Très bien. Merci beaucoup à tous pour cette invitation et le fait de partager les informations scientifiques sur la dermatose nodulaire contagieuse. En effet, ça fait des années que je travaille en milieu tropical sur les maladies infectieuses et en particulier les arboviroses, les viroses qui sont transmises par des arthropodes vecteurs, que ce soit des moustiques, des mouches, etc. Et effectivement, j'ai travaillé particulièrement sur cette maladie-là, notamment à Madagascar, puisqu'elle avait touché de manière très forte les élevages laitiers qui étaient sur les hauts plateaux. Et donc, je vais vous partager une petite présentation qui ne va pas durer longtemps et ce qui m'importe, c'est que vous ayez effectivement la possibilité de pouvoir poser les questions et de pouvoir échanger sur les questions qui vous paraissent les plus prioritaires à ce stade. Et donc, je serai ravi d'y répondre. Alors, la dermatose nodulaire contagieuse, comme vous le savez maintenant tous, c'est une maladie qui cause justement des nodules sur la peau. C'est un virus qui appartient à ce genre-là, le capripox virus. Et en fait, tous les poxvirus donnent ces espèces de nodules sur la peau des animaux. Et donc, on a effectivement, vous voyez, comme sur cette photo-là, des nodules qui sont plus ou moins importants en fonction des races de vaches. Et donc, on a effectivement des nodules qui affectent particulièrement la santé de l'animal et sa production. Ce qu'il faut que vous sachiez, et ça c'est vraiment important, c'est que l'incubation, elle dure en moyenne en milieu expérimental, donc dans un laboratoire ou dans une étable où on contrôle les éléments, de 4 à 14 jours. Mais cette incubation, elle dure souvent jusqu'à 5 semaines sur le terrain. Et donc ça, évidemment, c'est important en termes épidémiologiques et on reviendra ensuite sur cet aspect-là. Les signes classiques, lorsqu'ils apparaissent, parce que en gros, il faut que vous sachiez que, grosso modo, on a un tiers des animaux qui présentent des signes vraiment sévères, un tiers des animaux qui présentent des signes pas forcément sévères, et donc on parle de forme aiguë ou légère. Et ensuite, on a un tiers des animaux, souvent, qui ne présentent aucun symptôme, et qui pourtant sont virémiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent le virus dans leur sang pendant une certaine période et ils sont également infectieux. Alors les signes classiques, outre les nodules sur la peau, qui ne sont d'ailleurs pas que sur la peau, puisqu'on a aussi des nodules en interne, en particulier sur la trachée et sur l'appareil digestif. Et c'est en particulier ces nodules écutanés, mais surtout au niveau de la trachée, qui font souffrir l'animal. On a bien sûr de l'hyperthermie, de la fièvre importante, quasiment à 41 degrés, voire plus. Des écoulements oculaires et nasales, en particulier au début, qui sont clairs et qui deviennent ensuite purulents. Et ensuite, il y a un petit... C'est pas partagé. Alors, excusez-nous, il y a un petit problème technique, semble-t-il. Ils ne l'ont pas. Vous le voyez? Oui. Sinon, vous le partagez de la marque. Fonctionner?
Ah non, il a reçu un message. Bon, bah, je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui le voit. Attendez, on va savoir, oui. Ouais, on peut pas savoir. Et oui, c'est ça le truc. C'est dommage. Je propose de continuer et puis. Ok, et donc oh, bon, d'accord. Donc au niveau signe clinique classique, hein, donc vous voyez ces nodules, plus effectivement en fonction des zones et en fonction des races, une baisse de production plus ou moins marquée, une production de lait en particulier. Alors en clinique, lorsqu'il y en a, hein, c'est au début, c'est assez caractéristique, des ganglions lymphatiques sous-scapulaires, hein, au niveau de l'épaule et devant le fémur, hein, au niveau des ganglions préfémoraux, qui deviennent plus gros et qui sont assez palpables. Et vous voyez, comme je vous le disais, on a une forte fièvre, ou plus de 40, qui précède effectivement l'apparition des lésions cutanées, donc ces fameux nodules, qui au départ sont justement simplement des bosses sur les animaux et qui vont vraiment se former en nodules pour évoluer quasiment pendant 3 semaines. Et donc, comme je vous le disais, en fonction des races, on a une baisse de production de lait qui est plus ou moins importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoulements oculaires et nasaux sont en général précoces, hein, c'est dès le début de la maladie, et plus ça avance, plus le jetage devient mucopurulent, c'est-à-dire qu'on a du pus qui se mélange avec du jetage. Et donc ça, c'est vraiment les signes classiques qui apparaissent au départ. Et ensuite, bien sûr, on a ces nodules qui sont plus ou moins nombreux en fonction des formes, soit forme suraiguë où vous en avez énormément, soit des formes aiguës où il y a beaucoup moins de nodules. Par exemple, à Madagascar, sur les zébus, on avait beaucoup moins de nodules que sur les bovins. Et effectivement, en particulier, les vaches laitières sont vraiment particulièrement marquées par ces nodules. Comme je vous le disais, hein, les lésions, et en particulier ces nodules, peuvent être aussi présents au niveau du tube digestif et au niveau du tube respiratoire. Et là, ça provoque beaucoup de douleurs. Et on a souvent, lorsque la maladie évolue, de la pneumonie, qui est souvent due à une infection bactérienne secondaire. Et c'est pour ça qu'on a des formes mucopurulentes qui sont constatées. On a même, vous l'avez peut-être vu pour certains, des lésions de type ulcère sur la cornée, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite. En gros, hein, vous voyez, souvent, en clinique, on dit que de manière assez grossière, on a un tiers de forme aiguë, un tiers de forme subaiguë, c'est-à-dire assez légère, et un tiers de forme asymptomatique, où on n'a pas du tout de symptômes sur des animaux pourtant infectés. Ce qui est important, et ça vous l'avez constaté également, hein, c'est la morbidité et la mortalité. Alors morbidité, c'est le nombre d'animaux malades. En général, le nombre d'animaux malades évolue entre 5 à 45%. C'est une moyenne, hein. J'ai même vu des élevages jusqu'à 80% de morbidité, hein, d'animaux malades. Et en général, effectivement, la mortalité est autour de 10%. Et là encore, ça dépend effectivement des races ou des espèces. Et donc, en gros, si vous voulez, lorsqu'on a les morts qui apparaissent, en général, c'est que la maladie est présente depuis au moins 2 ou 3 semaines. Il faut vraiment que vous ayez en tête que la sensibilité de l'hôte dépend du statut immunitaire de l'animal, bien entendu. Est-ce qu'il a déjà été en contact ou pas avec le virus? Et donc, est-ce qu'il a développé des anticorps déjà contre ce virus ou pas? L'âge, bien entendu, et la race, comme je vous le précisais, les races de type, par exemple, Holstein-Friesen, étant vraiment très sensibles et réceptives au virus. Et donc, on a effectivement, bien entendu, un impact des mesures de contrôle. Hein. Bien entendu, il y aura moins de malades si les mesures sont prises rapidement et de manière très efficace. De fait, hein, et vous l'avez vu, on a des impacts directs. Hein. Les impacts directs, ça peut être eh bien, des carcasses endommagées en raison justement de ces nodules et notamment internes. On a souvent des mammites et avec une diminution de la production de lait. On a des problèmes de fertilité. On a bien entendu la nécessité souvent de faire intervenir les vétérinaires, mais aussi les morts occasionnées par la maladie. Des dommages sur la peau et bien sûr, lorsque les pays les utilisent en traction animale, eh bien une baisse en termes de capacité pour la traction animale.
Et en impact indirect, eh bien, vous avez tous les impacts qui ont été effectivement, je dirais, identifiés, y compris en France. Hein. Donc, les campagnes de sensibilisation, de surveillance, tous les travaux sur les analyses, le contrôle vectoriel, l'abattage, hein, en effet, les programmes de compensation, les programmes de nettoyage des infections, l'achat des vaccins, la restriction des mouvements, et on va reparler de ça bien entendu, et bien sûr les interdictions à l'export, en particulier en période de crise. La distribution géographique, vous voyez, c'est comme ça qu'elle est venue au fur et à mesure. Elle est apparue en 1929 en Zambie, donc vous voyez, quasiment au-dessus de l'Afrique du Sud, et en 1940, elle est passée à tout le continent africain, y compris Madagascar. En 1988, elle est sortie de l'Afrique pour aller en Israël. Et ensuite, fin 2013, la maladie est apparue en Turquie et en Irak. Puis en début 2014, elle a gagné l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et enfin, elle a commencé à se rapprocher de l'Europe également, en touchant le nord de Chypre en novembre 2014. Ensuite, c'est passé en Turquie. Et dans les Balkans et en Bulgarie et Grèce, et c'est là en 2015-2016 que nous avons eu les premiers cas en Europe en tant que tel de la dermatose nodulaire contagieuse, hein, et ça a affecté aussi les pays du Caucase. Et vous voyez, elle a ensuite continué sa route. En 2015 en Russie, en 2016 au Kazakhstan, puis en 2019 dans pas mal de pays d'Asie du Sud-Est. Les premiers cas en Chine ont été notés en 2019, et elle a continué sa route effectivement dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, etc. Et en 2023, elle est apparue en Libye. Et enfin, elle est apparue dans le Maghreb en 2024, Algérie et Tunisie, donc beaucoup plus proches de nous. Et bien entendu, en 2025, eh bien, on a retrouvé la maladie en Italie, en France et en Espagne. Et d'autres nouvelles zones sont affectées, hein, comme vous pouvez le voir à la droite de la photo. Le Japon lui-même est aussi affecté aujourd'hui. Donc le virus, hein, c'est un gros virus à ADN. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a d'autres virus qui sont proches de ce virus de la dermatose nodulaire contagieuse. Et ce sont des virus qui peuvent atteindre soit les ovins, soit les caprins. Et on a 3 virus différents. Et en général, c'est un virus qui est relativement stable. Sachez, et ça c'est très important, que sur les animaux affectés, la virémie dure de 1 à 2 semaines. Donc 1 à 2 semaines, c'est vraiment très court. Et il faut être capable de faire l'analyse à ce moment-là pour détecter le virus effectivement, parce que eh bien, lorsque l'animal est virémique, il est infectieux. C'est ce moment-là où les stomox ou les tans peuvent piquer l'animal, prendre du sang et le transmettre à un autre animal sain. Il faut savoir, et ça c'est extrêmement important également, que le virus est persistant et stable dans le temps. Par exemple, au niveau des croûtes, il peut persister plus de 3 mois. Il est présent dans les écoulements oculaires et nasaux, en particulier en début de maladie. C'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir de la transmission directe. Et ensuite, la survie est possible pendant plusieurs mois. Et en particulier, si les étables sont mal nettoyées et désinfectées. Il faut savoir en effet que le virus, par exemple, peut survivre au froid et à l'ombre, il sent parfaitement à l'aise. Le virus peut même survivre à la congélation. En revanche, lorsqu'on a des rayons du soleil, en particulier dans les pâturages, s'il y a le moindre virus, le virus sera éliminé. Il craint effectivement les rayons du soleil. En épidémiologie, et ça c'est vraiment très important, la maladie se déclare lorsqu'on a un tiercé gagnant qui sont les animaux sensibles, la présence de vecteurs et des mouvements non contrôlés. En général, le premier cas apparaît de manière quasiment systématique par l'introduction d'un animal infecté. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, on a des transports longue distance qui font que l'animal infecté va se retrouver dans une zone indemne. Et ensuite, la transmission de proximité se fait par les vecteurs. D'accord ? Et donc, les mois les plus favorables, eh bien, ce sont les mois qui sont favorables aux vecteurs. Et donc, ce sont les mois chauds et humides en particulier. Et c'est pour ça qu'on a eu cette flambée cet été en France. En termes de prévention et de contrôle, eh bien, ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser au maximum les personnes et d'assurer la formation des gens qui vont travailler sur cette maladie-là. On a besoin, bien sûr, également travailler sur la détection précoce, mais là, je parle de l'exemple de la DNC, mais ça peut être sur plein d'autres maladies qui ne sont pas encore connues, notamment en Europe ou en France. La surveillance, elle se fait soit de manière clinique, c'est-à-dire qu'on observe les nodules en particulier, mais aussi de la surveillance via des analyses de laboratoire, mais également potentiellement la surveillance des vecteurs.
Ce qui est très important, c'est d'assurer le contrôle de mouvement des bovins. Et ça, c'est essentiel, effectivement, pour que la maladie ne s'échappe pas. Et pour la mise en place de la stratégie, on a besoin non seulement de bien contrôler les mouvements, mais aussi de faire de l'abattage au niveau des foyers pour tarir la source de virus, et ensuite de faire de la vaccination tout autour, de façon à créer une espèce d'immunité globale tout autour du foyer qui est apparu. Et là, on a un exemple parfait de la vaccination qui a été menée en France, avec des taux de vaccination qui sont extrêmement élevés et qui nous permettent, grâce à l'identification animale, de voir justement le nombre d'animaux qui ont été correctement vaccinés. Il faut savoir que la vaccination, elle se met en place, les premiers anticorps apparaissent au bout de 10 jours, mais la véritable protection se met en place au bout de 21 jours. Voilà, je vais m'arrêter là et pour laisser place à des questions s'il y en a, je voulais vous dépeindre à nouveau le profil de la maladie et revenir sur les points qui vous intéressent en priorité. Merci Eric.